Alors, bonjour tout le monde. Écoutez, nous sommes déjà 309 personnes. Vous vous étiez inscrits, tout le monde en grand nombre. Alors, on sent que ça ralentit un peu l'entrée. Alors, je vous propose qu'on commence. Il est quand même 11h03. Vous avez sûrement autre chose à faire, même si c'est un moment très important pour nous aujourd'hui. Donc, je suis Solange Drouin, je suis vice-présidente aux affaires publiques et directrice générale de l'ADISC, l'Association des producteurs de disques, de spectacles et de vidéos. Mais ce n'est pas au nom de l'ADISC que je vous accueille, mais au nom du GTFAS, le groupe de travail sur la fréquentation des arts de la scène. Donc, un regroupement qui est composé de 12 associations qui se réunit, croyez-le ou non, depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a eu plusieurs réunions ensemble et encore plus au cours de la dernière année, vous vous en doutez bien. Donc, deux mots rapides sur le GTFAS, le groupe de travail sur la fréquentation des arts de la scène, avant que, pour ceux qui en entendraient parler pour la première fois. Donc, ce regroupement est composé de 12 organismes, comme je le disais. Je vais les nommer rapidement car ils sont tous en ligne présentement et ils ont été, et vous avez probablement répondu à une invitation émanant de ces organismes-là. C'est donc l'Association des diffuseurs spécialisés en théâtre, l'Association des professionnels de l'industrie de l'humour, Rideau, que tout le monde connaît, la DISC aussi, je n'ai pas besoin de le redire, le Conseil québécois de la musique, le Conseil québécois du théâtre, Coup de cœur francophone, En piste, Regroupement national des arts du cirque, la danse sur les routes du Québec, les voyagements, théâtre de création en tournée, Regroupement québécois de la danse et Théâtre uni enfance jeunesse. Alors, ce sont ces 12 groupes, des personnes, évidemment, ce sont des personnes elles-mêmes qui se sont réunies et non les groupes depuis 2014 parce qu'on a voulu que l'enjeu, je dirais, les défis posés par la fréquentation, ça fait longtemps qu'on veut améliorer la fréquentation des arts de la scène, on veut surtout pas en perdre, mais avec les années, même on a plutôt assisté à un plateau dans la fréquentation des arts de la scène, bien que la population grandit. Donc, ça fait plusieurs années qu'on se pose la question sur le comment on pourrait mettre en place des mesures pour l'augmenter. Le GTFAS a donc été un lieu d'échange, de réflexion, de veille et de planification. Ce n'est pas un lieu de revendication, quoique la dernière année a été... nous a fait aller dans des eaux où on allait moins d'habitude. Mais donc, ça a été c'est plus un lieu où on veut faire des actions tous ensemble, donc l'ensemble du milieu, pour augmenter la fréquentation des arts de la scène. Au fil de nos discussions, on a évidemment constaté rapidement qu'il nous manquait d'analyse au niveau de la fréquentation des arts de la scène. Il y a des données qui existent à l'Observatoire de la culture et des communications. Il y en a évidemment au ministère qui ont été faites de façon régulière, mais nous voulions pousser l'analyse sur la fréquentation des arts de la scène qui fréquente, qui ne fréquente pas, ne pas se limiter aux lieux payants, mais être capable enfin d'avoir une idée des lieux publics. Donc, dans nos rêves les plus fous, on a fait vraiment on s'est dit pourquoi pas essayer d'avoir une étude costaude sur l'ensemble de ces sujets-là. Et on a réussi avec la participation des soutiens financiers que je vais nommer, donc du Conseil des arts du Canada, de Patrimoine canadien, au fédéral, et au Québec, le ministère de la Culture et des Communications, le Conseil des arts et des lettres du Québec et la SODEC, la Société de développement des entreprises culturelles. Donc, c'est avec ces partenaires financiers qu'on a réussi à mettre en place le financement pour confier à Daigle-Serre, Pierre-Olivier Serre qui est là pour nous en parler, donc de confier cet énorme chantier-là et qu'il l'a mis en branle depuis 2018 et qu'on est très heureux de vous présenter collectivement aujourd'hui. C'est sûr que c'est un portrait pré-pandémie.
Mais ce portrait-là, pour l'ensemble du milieu des arts de la scène, tant de la production que de la diffusion, a un caractère, je vous dirais même en temps de pandémie, très important, parce que pour nous, il nous révèle des éléments qui nous fait sortir de certaines perceptions, Pierre-Olivier vous en parlera, et qui nous donne une vision très large de cette fréquentation-là. Et on pense sincèrement que, malheureusement, même en temps de pandémie, ces données-là seront hautement précieuses pour justement la relance des arts vivants au Québec. Alors, c'est dans cette optique-là qu'on vous présente et cette étude dont on est très fiers. Au niveau technique, aujourd'hui, vous voyez, on est en mode webinaire. Il y a un onglet, je ne sais pas trop comment l'appeler, un onglet, disons ça, Q&A, pour que vous puissiez poser des questions au terme de la présentation de Pierre-Olivier. Le chat, vous pouvez parler entre vous, mais ce n'est pas là qu'on nous allons aller puiser les questions. Si vous avez des questions, il faut les mettre absolument dans le Q&A et il y a quelqu'un de l'équipe de la DIS, Marie-Julie Desrochers, qui les recueillera et nous les présentera. Donc, sans plus tarder, je passe donc la parole à Pierre-Olivier qui peut nous parler de cette étude costaude et raffinée qu'on a voulu faire et qu'on vous présente aujourd'hui, seulement un petit morceau de cette étude-là et toute la potentialité de ce monde. Et je finirai en prenant les questions pour remercier l'ensemble des équipes qui ont travaillé là-dessus, qui sont nombreuses, évidemment, à commencer par Pierre-Olivier. Alors, à toi, Pierre-Olivier. Bonjour à tous, Pierre-Olivier Serre, associé de Daigle Serre, une firme spécialisée dans la gestion des arts et de la culture. Nous avons été invités effectivement par le GTFAS à réaliser cette grande étude. Je vais partager avec vous un élément de la présentation. J'espère que vous voyez bien le tout. Donc, vous avez normalement la présentation qui devant vous. Cette étude, elle s'est voulue d'abord quelque chose qui marquerait une nouvelle étape, c'est-à-dire une nouvelle façon de comprendre la fréquentation des arts. Elle est composée de plusieurs sections. C'est une étude lourde, on parle de 500 pages. Donc, moi, je ne vais pas la résumer en une demi-heure. Voilà comment je m'apprête à vous présenter le tout. On va revenir sur des éléments de présentation, donc les partenaires, des éléments méthodologiques, c'est très important. On a voulu beaucoup de rigueur pour réaliser ce travail-là. La table de communication, donc ce que vous retrouverez dans l'étude. Je vais amener quelques éléments de contenu, donc des faits saillants, des facteurs explicatifs de la fréquentation du spectacle, des pistes de réflexion issues déjà des résultats et finalement, on va conclure avec quelques éléments qui nous projettera peut-être dans l'avenir. On aura une période de questions suite à ça. D'abord, quelques éléments de vocabulaire. Vous verrez, on parle de spectateurs, on parle d'assistance. Il y a plusieurs termes qui demandent à être définis. Donc, le spectateur, c'est la personne. Moi, je suis un spectateur, mais mon assistance, c'est le nombre de spectacles que je fréquente. Alors, des fois, on passe de l'un à l'autre, dépendamment de ce qu'on présente. Il y a des termes techniques à maîtriser quand on veut aborder la lecture de l'étude. Aussi, on est vraiment dans la précision. Alors, aujourd'hui, quand je vais vous parler de spectacle, la plupart du temps, ça va être du spectacle professionnel tarifé. Donc, allez voir un spectacle produit par des professionnels, offert par des professionnels et on a payé pour pouvoir y assister. Soit dit en passant, dans l'étude, on parle aussi de l'offre gratuite, on parle aussi de l'offre amateur. Donc, mais en général, on se centre sur cette offre professionnelle tarifée. On indique le tout par un petit astérix quand on parle de spectacle. Donc, les différents volets de l'étude. D'abord, il y a un bilan des connaissances. On n'a pas décidé de repartir et de réinventer la roue. On est parti d'un bilan des connaissances. Donc, les chiffres de l'Observatoire de la culture, avec une synthèse par rapport à la fréquentation du spectacle. Ensuite, on a fait une revue de littérature.
Donc, pour chacune des disciplines, on a été voir ce que les recherches passées disaient par rapport aux facteurs qui influencent la fréquentation de la musique classique, du théâtre ou du cirque. Ensuite, vous retrouverez des portraits des publics, mais aussi des non-publics. Donc, les personnes qui ne fréquentent pas les publics, les spectacles. On a des profils généraux pour les spectacles professionnels, tarifés, gratuits. On a amateurs. On a des profils disciplinaires, donc le profil pour chacune des disciplines. On a des profils géographiques. Ensuite, on a choisi de répondre à quelques questions. Je vous donnerai qui ont été identifiées suite à des consultations. Donc, des questions du genre c'est quoi, est-ce que, par exemple, une question qui est revenue, est-ce que la fréquentation en jeunesse du théâtre, par exemple, avait un effet sur la fréquentation adulte au niveau du théâtre? Vous verrez, on a une réponse qui est assez claire par rapport à ces facteurs-là. Et on s'est posé aussi des questions sur l'évolution attendue de la fréquentation. Là, on a été un petit peu plus malchanceux dans le sens où on s'est aperçu qu'on ne connaissait pas l'évolution des comportements en matière de fréquentation. Donc, on s'est contenté de regarder l'effet du vieillissement de la population au niveau de la fréquentation. Finalement, la conclusion s'est tournée vers l'idée de répondre à une question simple. Comment sont appelés à évoluer les publics demain? Et est-ce qu'il est possible d'agir, d'intervenir parce qu'on voudrait que plus de monde fréquente le spectacle. Donc, on a cherché aussi à répondre à cette question-là. Bien sûr, je présente aujourd'hui, mais même si j'ai dirigé l'étude, on n'a vraiment pas fait ça tout seul. On a une équipe de recherche et de rédaction composée de Rosa Garon, Martin Tétu, Sophie Dubois-Paradis et Georges Crump. D'autres personnes qui ont contribué au travail, sans parler du fait qu'on s'est appuyé sur un comité scientifique qui a été présidé par Guy Bellavance de l'INRS, qui est intervenu à plusieurs moments dans l'étude pour orienter nos travaux, faire des choix, parce qu'on a dû en faire des choix, on a tellement de matière, on a dû faire des choix, je pourrais revenir là-dessus, sans oublier le comité de suivi et de révision, issu notamment des membres du GTFAS, qui nous ont aidés à avancer et à améliorer le travail. Donc, les défis de l'étude étaient nombreux. Les principaux, on voulait couvrir l'ensemble des disciplines des arts de la scène. On ne voulait pas se contenter d'une discipline. On voulait couvrir l'ensemble du territoire québécois. On voulait faire toutes les formes de diffusion professionnelle, mais on verra, on parlera aussi du spectacle amateur. Et on voulait cerner à la fois les facteurs qui expliquent la fréquentation, mais aussi comprendre mieux la non-fréquentation. Vous savez, les non-publics, on voulait les comprendre aussi. Pourquoi ils ne viennent pas voir des spectacles? Pourquoi ils n'assistent pas à des spectacles? Et vous verrez, on a des réponses à ces questions-là. Donc, les composantes, vraiment l'état de connaissance, donc la revue de littérature, l'analyse des statistiques de l'Observatoire. Ensuite, 2 grands sondages. Un premier sondage national de plus de 6000 répondants. Écoutez, 6000 répondants, généralement, quand vous entendez parler d'un sondage, par exemple, d'une grande firme, on tourne autour de 1000 pour le Québec. Nous, on est monté à 6000. Donc, on est à peu près, et là, on peut dire merci aux gens de Léger, on est allé au maximum de ce qui pouvait être fait, ce qui nous permet d'avoir une certaine finesse à l'échelle des territoires, à l'échelle des disciplines. On a fait également un sondage avec les diffuseurs de 20 000 répondants. Bon, c'est plus 10 000, puisque les questions n'étaient pas tout à fait les mêmes. Mais vous verrez, on a cette banque de données là, elle est très riche, mais on a choisi de limiter l'interprétation qu'on en faisait de ces résultats parce que, contrairement au sondage 6 000 répondants, qui est le sondage national de Léger, ce n'était pas représentatif de l'ensemble de la population du Québec, mais plus, par exemple, des spectateurs qui fréquentent notamment les diffuseurs pluris. Donc, on a mis ça de côté. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas très, très riche en informations. Puis, on s'est en allé vers un bilan prospectif. Donc, la revue de littérature. Moi, je vous invite à la lire. Vous verrez, c'était quelque chose d'intéressant.
ne rentrerai pas dans les détails, mais ce qui prédomine, c'est que les variables sociodémographiques semblent déterminer beaucoup du comportement adulte des personnes. Vous verrez, nous, on arrive aussi à certains résultats qui vont dans ce sens, mais on est beaucoup plus ouvert à d'autres variables qui peuvent intervenir et qui peuvent jouer. Donc, cette socialisation, elle est importante, mais on est capable d'aller plus loin avec l'étude qu'on a été capable de faire. Donc, sondage national, sondage des diffuseurs, je vous en ai parlé. Donc, vous avez toutes les informations techniques par rapport à ça. Donc, notre clé de voûte, c'est vraiment notre sondage national. C'est là, la plupart des résultats que je vous présenterai aujourd'hui sont issus de ce sondage-là. On a une lecture d'abord descriptive, donc vous avez une abondance d'informations. On s'est douté que la plupart des gens qui liraient cette étude-là n'iraient pas rechercher les banques de données pour tirer de l'information pour leur région ou pour leur discipline. Donc, on a vraiment fait des portraits avec beaucoup d'informations pour qu'ils soient déjà autonomes avec ces 500 pages. Et ensuite, on a voulu aussi que les banques de données soient accessibles. C'est-à-dire que toutes les personnes qui veulent faire des travaux, qui veulent faire des recherches, peuvent avoir accès tant aux données issues du sondage national que de l'autre sondage. D'ailleurs, ces banques de données sont déjà utilisées, nous ont déjà été demandées, on les a déjà transmis. Alors, voilà le portrait qu'on peut avoir. Là, vous voyez, on a l'ensemble de l'assistance au spectacle au Québec. Donc, on l'a en fonction de toutes les disciplines. On l'a en fonction si c'est des spectacles professionnels tarifés intérieurs, en bleu, professionnels tarifés extérieurs, professionnels gratuits, fréquentation de l'amateur. Donc, on a vraiment un portrait complet de la réalité de la fréquentation au Québec pour l'année à peu près 2018. On peut regarder l'âge des spectateurs et l'âge de la fréquentation. Là, par exemple, vous avez l'âge médian de l'assistance au spectacle. Donc, en fonction des disciplines, vous pouvez très bien savoir que l'âge médian, par exemple, pour la musique classique, elle est la plus élevée, c'est 61 ans. Puis pour la chanson anglophone, c'est les plus jeunes, c'est 38 ans. On a vraiment le détail, on peut vraiment décrire cette assistance. On peut savoir si l'assistance est plutôt masculine ou féminine. C'est sans surprise la musique instrumentale. Donc, on parle beaucoup de jazz, on parle de musique électronique, qui est la plus masculine, alors que le théâtre est la discipline où l'assistance est la plus féminine. On est capable de parler, vous savez, les omnivores, c'est une grande tendance, cette idée qu'il y a des gens qui consomment beaucoup de disciplines différentes. On a pu quantifier ça, on a pu le cartographier. Alors là, vous voyez, on a des formes. Alors, en pourtour, vous avez l'ensemble des disciplines. Et ensuite, vous avez les occasionnels, ceux qui consomment 1 ou 2 spectacles par an. Les assidus, 59 spectacles par an. Puis on finit par les passionnés, plus de 10 à 19, les associats, pardon, plus de 20 spectacles par an. Et on peut voir ces 20 spectacles, ils les consomment où, dans quelle discipline. Alors là, vous avez l'image d'ensemble des publics, mais on peut y aller en fonction, par exemple, de la quantité de spectacles par discipline. Ici, vous avez la danse, donc 1 spectacle, 2 spectacles de danse, 3 spectacles de danse, ou l'humour, par exemple, 1 spectacle d'humour, 2 spectacles d'humour, 3 spectacles d'humour. Ce qu'on voit, c'est que, par exemple, plus on a tendance à consommer de danse, plus on a tendance à consommer d'autres disciplines. Par exemple, ceux qui consomment 3 spectacles et plus de danse, ils consomment aussi beaucoup de musique instrumentale, de théâtre, de chansons anglophones, de chansons francophones, d'humour. Par contre, ceux qui ne consomment que de l'humour ou qui tentent à aller vers 3 spectacles d'humour, ils ont tendance à rester très focusés sur l'humour. Ils consomment peu d'autres spectacles. Vous voyez, on peut vraiment rentrer dans un niveau de détail qu'on n'a jamais connu jusqu'à présent. Donc, quand on parle de grande richesse, ça se traduit par beaucoup de papier. Soit dit en passant, vous allez avoir accès bien sûr à l'étude, elle fait 500 pages.
c'est pas forcé de tout imprimer. Ça fait beaucoup de papier. Vous pouvez trouver ce que vous y cherchez et regarder plus en détail. Donc, on a des profils, des publics et des non publics. On a 10 profils disciplinaires. On a des profils géographiques. 500 pages, c'est aussi 176 figures, 210 tableaux. Puis quand on parle de tableaux, comme je vous dis, c'est une manière de vous présenter les résultats pour que les gens qui ont travaillé avec cette étude-là n'aient pas besoin de recalculer les choses et les aient entre les mains. Donc, par exemple, là, vous avez la consommation moyenne, la fréquentation moyenne de spectacles professionnels tarifés, selon les disciplines, selon l'âge, selon le niveau de diplôme, selon le genre, masculin ou féminin. Donc, on peut vraiment aller dans un haut niveau de détail. Alors, bien sûr, je ne vous décrirai pas tous ces tableaux-là. On va faire quelques faits saillants. Ben, on va regarder d'abord le verre à moitié vide, certains constats. Là, vous avez la population du Québec de 16 ans et plus, et on s'aperçoit qu'il y a 35% de la population qui, dans les 12 derniers mois, n'a pas fréquenté un spectacle. Je vous rappelle que là, on a le portrait de 2018. Il n'y a pas de question de COVID. C'est une année repère, normale. Il y en a 28% qui ont vu 1 ou 2 spectacles. Il y en a 15% qui en ont vu 3 ou 4. Il y en a 14% qui en ont fréquenté 5 à 9. Et finalement, 6, 10 à 19 et 2%, 20 spectacles et plus. 20 spectacles et plus, ça veut dire quoi? Ben, les gens voient un spectacle toutes les 2 semaines au moins, pour se repérer à peu près ce que ça peut vouloir dire dans une année. Donc, ça veut dire qu'il y a seulement un tiers des Québécois qui fréquentent régulièrement le spectacle, pour qui le spectacle, ce n'est pas quelque chose de rare ou même d'absent de leur mode de vie. Maintenant, si on regarde en termes d'assistance, on voit que, par exemple, ces gens-là qui feraient les insatiables et les passionnés, qui voient au moins 10 spectacles par an, qui représentent que 13% des spectateurs, ben, ils génèrent 34% des billets vendus, de l'assistance. Donc, un faible nombre de spectateurs génère beaucoup de l'assistance au Québec. C'est quelque chose qu'on voit ailleurs, un effet de Pareto typique, mais ça nous donne quand même beaucoup d'informations par rapport à la réalité de la fréquentation, d'autant plus que dans les milieux culturels, on s'associe à ces gens-là. Des gens comme moi, des gens comme beaucoup d'entre vous fréquentent beaucoup le spectacle. Et on a tendance à croire que les gens sont à notre image. Il faut se rappeler que la fréquentation du spectacle, c'est pas ça. Il y a un grand nombre de gens qui vont rarement au spectacle ou même pas du tout au spectacle. Aussi, on a pu voir des choses qui nous ont beaucoup intéressés parce que c'est un peu les résultats des politiques culturelles des 20 dernières années, voire plus. Notamment, on a vu que la fréquentation était relativement comparable en nombre, en volume, entre les grands centres, donc Montréal et Québec, et les régions. Bien sûr, il y a des différences entre les zones urbaines et les zones rurales, mais il reste que toutes les stratégies de développement d'accès de la culture des salles en région ont eu un effet et on le mesure à travers cette étude-là. Autre élément, on a vu que l'effet de la socialisation en jeunesse au spectacle, à la fréquentation du spectacle, avait un effet chez les adultes. Vous savez, quand on va avec nos enfants voir des spectacles, quand nos enfants fréquentent le spectacle avec les sorties scolaires ou avec leurs amis, ben, on se demande toujours, est-ce que plus tard, ça va avoir un effet? Ben, on a pu montrer qu'il y avait une corrélation qui était significative. Donc là, si vous voyez, c'est le portrait du Québec. On a demandé aux gens s'ils avaient fréquenté et combien ils avaient fréquenté des spectacles accompagnés de leurs parents, dans le cadre de la vie scolaire, avec des amis. Et donc, vous avez le portrait sociologique du Québec par rapport à cette fréquentation-là. On voit que les plus jeunes ont eu plus tendance à fréquenter que les plus vieux. Donc, ces politiques, cette tendance-là, ben, elle s'inscrit dans le temps et on le voit là, nos jeunes ont plus fréquenté le spectacle que nos plus vieux dans leur jeunesse. Maintenant, est-ce que ça a un effet? Parce qu'on pourrait, c'est rare qu'on ait démontré vraiment l'effet. Ben oui, on le voit. Ce que vous voyez, c'est que
les personnes qui fréquentent aujourd'hui le plus le spectacle tarifé, donc par exemple les 20 spectacles les plus en bas, les passionnés, 10 spectacles les plus, ben c'est ceux aussi qui ont fréquenté en jeunesse le plus le spectacle. Donc la socialisation en jeunesse, c'est vraiment, ça marche. C'est pas rien comme démonstration, ça marche. Ça veut dire que si on continue d'envoyer nos jeunes et de les aider à fréquenter le spectacle, en tant que parents, dans le cadre scolaire ou autre, avec leurs amis, on aura des résultats dans quelques années. Mais on a aussi le verre à moitié plein. Oui, un élément qui est ressorti, vous savez, on a parlé de la socialisation. La socialisation, c'est quand les gens sont plutôt jeunes, ça les amène à adopter des normes comportementales et notamment à fréquenter pour certains le spectacle. Mais on a vu aussi que les modes de vie, c'est-à-dire des choix beaucoup plus à court terme, avaient un impact. Et notamment, on a montré que les gens, les personnes qui fréquentaient le plus le spectacle, étaient également ceux qui avaient le mode de vie le plus dynamique. C'est-à-dire que si vous fréquentez les spectacles, vous avez beaucoup plus de chances de faire des sorties avec des amis, de consacrer du temps à vos enfants, d'avoir une vie sociale riche. Donc, disons que l'image ou le stéréotype de la personne qui fréquente des spectacles qui serait une sorte de nerd culturel, c'est vraiment pas l'image que l'on a. Et on voit le spectacle comme faisant partie d'un mode de vie vraiment dynamique où les personnes ont un mode de vie très sain, partagé à plusieurs niveaux, entre la vie sociale avec les amis, avec la famille, les activités professionnelles. Donc, c'est très réjouissant de voir, de faire un tel constat. On a aussi certaines perceptions à revoir. Il ressort que ce sont les jeunes, les 18-30 ans, qui fréquentent le plus les spectacles. Alors, cette idée de cette jeunesse qui serait complètement obnubilée par un univers numérique, ben non, c'est pas ça qu'on voit. Donc, on est très content de le constater. Ça a un effet extrêmement important sur certaines disciplines, un peu moins sur d'autres, mais c'est vraiment un phénomène à suivre parce que c'est plutôt l'annonce de beaux jours pour la fréquentation des spectacles. Aussi, il y a des questionnements par rapport à l'immigration. Là aussi, on a vu que lorsqu'on parle d'immigrants de la première génération, donc des gens qui sont nés à l'extérieur du Québec, du Canada, on voit que la fréquentation est plus élevée que les natifs du Québec. Comment on peut expliquer ça? Ben, écoutez, c'est beaucoup parce qu'on a une image parfois un peu stéréotypée de l'immigration. Elle est beaucoup plus diversifiée qu'on peut le penser. Une grande partie de l'immigration au Québec est sélectionnée. En moyenne, les immigrants sont plus instruits que la moyenne québécoise. Ils vivent en milieu urbain, on sait que ça aide. Donc, ils amènent aussi leur socialisation au spectacle de l'étranger. Et donc, ces chiffres-là nous montrent qu'il ne faut pas faire de généralisation. Si on veut comprendre certains phénomènes, il va falloir approfondir ces questions-là parce que les immigrants sont bien dans nos salles, ils sont bien là. Après tout, moi, je suis un immigrant, puis je suis dans vos salles régulièrement, alors j'en suis un exemple. Aussi, on a essayé de déterminer, avec des méthodes de statistiques standards qui sont utilisées, de régression, etc., des facteurs explicatifs de la fréquentation. Et là, il faut faire une distinction importante entre le fait de faire partie des spectateurs versus le nombre de spectacles que l'on voit. Le fait de faire partie des spectateurs, le revenu du ménage a beaucoup d'importance. Les gens qui ont un revenu de ménage plus faibles ont moins tendance à aller voir des spectacles. Par contre, une fois qu'on a intégré le club des spectateurs, là on parle quand même des 2/3 de la population, le nombre de spectacles que l'on va voir, le revenu a beaucoup moins d'importance. En fait, ça va être le niveau de scolarité, le groupe d'âge, même le statut d'immigration qui va influencer ce nombre-là. Alors, je vais vous le montrer en détail parce que c'est quelque chose d'important, notamment quand on parle de barrières à l'accès aux
monétaire à l'accès au spectacle au Québec. Donc, c'est une variable, le revenu des ménages, forte pour la formation du public, mais ça demande d'être relativisé quant au niveau de fréquentation, puis aussi au prix du billet qu'un individu est prêt à mettre pour voir un spectacle. Alors, vous voyez, ce graphique-là, il explique en grande partie cet élément-là. En haut, en gris, vous avez les publics. Donc, les 2 tiers de la population qui fréquentent déjà le spectacle. En orange, vous avez l'ensemble de la population, donc ceux qui ne fréquentent pas les spectacles et ceux qui fréquentent les spectacles. Ce que l'on voit, c'est que la ligne orange, plus le revenu augmente, plus vous avez tendance à voir des spectacles. Mais une fois que vous êtes dans les spectateurs, le revenu n'a pas vraiment d'importance sur le niveau de spectacle que vous voyez. On tourne toujours autour d'un 5. Par contre, le revenu a un impact sur le prix du billet que vous êtes capable d'avoir et le budget que vous consacrez au billet. Donc, si vous avez un revenu des ménages plus élevé, vous voyez à peu près le même nombre de spectacles, mais vous dépensez plus pour le spectacle qu'un revenu plus bas. Aussi, si on prend le revenu et qu'on regarde la consommation de spectacles amateurs et aussi le spectacle gratuit. Donc, le spectacle gratuit, c'est la ligne grise et le spectacle amateur, c'est la ligne orange-jaune. On voit que le revenu du ménage n'a pas vraiment d'impact sur ces niveaux de consommation-là. Donc, la gratuité comme stratégie pour dépasser les inégalités de revenus, ça ne semble pas très efficace au Québec. En fait, ce que l'on voit, et là encore une fois, vous avez en orange le professionnel tarifé, en gris professionnel gratuit intérieur, en bleu professionnel gratuit extérieur et finalement amateur. Ce que vous voyez, c'est que plus vous voyez de spectacles, plus vous avez tendance à consommer tous les types de spectacles auxquels vous avez accès. Donc, c'est plus ce niveau de fréquentation et pas forcément en lien avec le spectacle, le revenu du ménage. Maintenant, on demandait quels étaient les freins à la fréquentation. Alors, on regardait, les gens nous répondaient, puis on fait du traitement statistique. Le premier élément qui ressort, c'est le manque d'intérêt. C'est ça qui a un effet discriminant sur le niveau de fréquentation. Ensuite, il y a des problèmes de santé. Et donc, on peut considérer que, notamment, qu'on a des publics âgés, c'est un fait certain. Le manque de temps est apparu comme un facteur extrêmement important qui mérite d'être étudié parce que ce qu'on voit aussi, c'est que les gens consacrent une part congrue de leur temps à la consommation culturelle, qui sont très occupés, qui font beaucoup de choses et que donc il y a une réflexion à avoir sur l'accessibilité au temps disponible et au temps consacré à la culture et à la fréquentation des sorties culturelles. Donc, en conclusion, la première grande conclusion, c'est que c'est une réalité extrêmement complexe que la fréquentation des arts de la scène, mais elle n'est pas indéchiffrable. C'est-à-dire qu'on a tendance un petit peu à dire « oui, on ne comprend plus, on fait telle chose et ça n'a pas les réactions escomptées ». Non, on peut aujourd'hui, avec les outils qu'on a à notre disposition, quand même comprendre les comportements, les suivre et les interpréter. On reste à un niveau relativement, un niveau liminaire, là, mais on peut aller de l'avant et il y a cette idée. Ensuite, ces outils, ces banques de données, ces informations, ça nous donne des possibilités d'agir. À partir du moment où on est fondé sur une bonne connaissance, on peut développer des outils. Donc, par exemple, la fréquentation en jeunesse. On sait que ça marche. Si on incite les gens à fréquenter en jeunesse, si on les socialise jeunes, on aura des résultats dans 15 ou 20 ans dans nos salles. On peut penser au marketing du spectacle. Après tout, cette étude-là, c'est rien d'autre que, rien d'autre. C'est notamment ce qu'on appellerait une étude de marché si on était dans un autre secteur. On a le portrait de nos consommateurs, on sait leur profil, on sait pourquoi ils viennent, ou en partie pourquoi ils viennent. On est capable de les décrire, donc on est capable de mieux les rejoindre.
On est capable de faire des segmentations beaucoup plus fines et donc développer un marketing beaucoup plus efficace. On est capable de faire, parlons virage numérique, du reciblage et donc augmenter l'efficacité des pratiques. Puis, il y a cette idée aussi de valorisation sociale du spectacle. La question de l'intérêt, montrer qu'il est intéressant de fréquenter le spectacle, ce n'est pas une question forcément individuelle, des bons, des pas bons spectacles. Non, c'est montrer que le spectacle fait partie d'un mode de vie souhaitable, intéressant, qui amène le développement des individus. Et donc, il y a toute cette réflexion sur remettre la sortie culturelle au centre des activités pour la plupart des personnes comme quelque chose d'intéressant. On fait un parallèle avec les activités sportives. Il y a quelques années, on faisait beaucoup de promotion de chaque activité sportive et maintenant, on fait la promotion de l'activité physique. Ben, il y a un peu cette idée-là. Au-delà de faire la promotion de chaque discipline, ben, il y a l'intérêt aussi de faire la promotion de la sortie comme un élément souhaitable globalement. Finalement, ben, cette étude, elle aura certainement des suites. Donc, comme je vous l'ai dit, les banques de données sont accessibles. Donc, si certains veulent faire des travaux, il suffira d'en faire la demande. Et il y a une feuille de demande à remplir et ils ont accès directement aux données. Aussi, ben, ces résultats, ils prendront en partie l'intérêt de ces résultats sera d'autant plus grand qu'on pourra faire des comparaisons dans le temps. Un des problèmes qu'on a, c'est qu'actuellement, on a une photo. Alors, une photo, ben, c'est statique. On ne sait pas si la personne, elle avance ou si elle recule. Et notamment, quand est venu le temps de faire des projections, à savoir comment les gens allaient se comporter dans l'avenir, ben, on a très, très peu d'informations. Est-ce que quelqu'un, par exemple, un jeune qui fréquente beaucoup certains types d'activités, ben, dans 10 ans, est-ce qu'ils vont continuer de fréquenter le même type d'activité ou ils vont en fréquenter d'autres? Est-ce que la musique classique, à quel âge on commence à fréquenter de façon plus importante la musique classique? Est-ce que c'est à 45 ans? Est-ce que c'est à 50 ans? Est-ce que c'est lié à des apprentissages plus jeunes? Ben, toutes ces questions-là, ben, elles restent en suspens et on n'a pas vraiment d'éléments quantitatifs qui nous permettraient de faire des simulations plus précises. Donc, on peut s'attendre et on peut souhaiter que dans l'avenir, il y ait d'autres études qui permettent, d'autres enquêtes qui permettent de faire ces suivis chronologiques. Et finalement, puisqu'on nous pose souvent la question 2019-2018, ça c'était avant le COVID, ben, écoutez, tout n'est pas perdu, loin de là. Premièrement, ça fait de l'étude le portrait d'avant-crise. Donc, ça va permettre de mesurer les effets de cette crise-là. Et on peut souhaiter que, par exemple, une étude en 2023, printemps 2023, nous permette d'avoir le portrait de 2022 et ainsi savoir c'est quoi les effets à moyen terme de cette crise-là. Ça nous donne également les outils pour cibler les publics à rejoindre. On va devoir faire une promotion, une relance suite à cela. Et déjà, grâce aux données que l'on a, il y a des travaux qui sont menés, notamment de segmentation, pour pouvoir être plus efficace, mieux communiquer. Donc, ces outils-là, ils demeurent tout à fait performants et puis ils seront très utiles compte tenu de la période. Et finalement, on met en avant l'importance des modes de vie. Oui, l'étude montre que les modes de vie ont une influence directe sur le niveau de fréquentation. Si le COVID-19 modifie les modes de vie, on peut s'attendre à ce que ça ait un impact sur la fréquentation des spectacles. Je vais vous donner un exemple. De plus en plus d'études laissent penser qu'à peu près 30% des heures travaillées va être du télétravail aujourd'hui. Même après le COVID, on resterait à ce nombre-là, d'un tiers des heures en télétravail. Ce télétravail-là va-t-il modifier nos comportements? Oui, ça nous libère du temps. Est-ce qu'on préférera ce temps libéré pour fréquenter plus ce spectacle? Ou au contraire, en cassant nos routines qui nous amenaient à aller au travail, sortir du travail pour aller au spectacle, est-ce que ça va nous amener à moins fréquenter? Ça va être très intéressant. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut anticiper et que les effets ne seront pas forcément que négatifs.
Et si on les interprète bien, et si on fait une promotion souhaitable, on peut certainement influencer les comportements et ces modes de vie, redéfinir ces nouveaux modes de vie. Alors voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci Pierre-Olivier, tu n'as pas été trop long parce qu'on a perdu personne. 375 participants. Au début, peut-être 376, puis là, on est encore à 375, alors tout va bien. 374, quelqu'un qui a quitté. Mais c'est une bonne moyenne, premièrement. Alors, allons aux questions. Évidemment, on a peu de temps, on en est conscient. C'est touffu. Vous voyez, tout, évidemment, on a effleuré l'étude. On vous a donné le goût plutôt d'aller la voir. C'était ça, pour vous dire qu'elle existe et vous donner le goût d'aller la voir et de nous espérer que vous la trouverez intéressante tellement que vous demanderez avec nous la production d'une étude, un suivi de ces études-là au cours des prochaines années. Mais là, allons-y, Marie-Julie, sur les questions. Oui, on peut commencer. Peut-être il y a quelques questions d'ordre plutôt méthodologique. Donc, on nous demande est-ce que c'était un sondage en ligne, téléphonique ou hybride et est-ce qu'on a dû combiner plus d'un panel pour arriver à 6000 répondants? Okay. C'est très technique. Oui. Non, justement, on n'a pas combiné plusieurs panels. On a travaillé avec Léger, donc il faudrait que… C'était les seuls à pouvoir nous offrir la possibilité d'aller à 6000 répondants. C'est clair qu'on a été au maximum. Oui, c'est un sondage en ligne, il n'y a pas de possibilité vraiment de faire les choses autrement avec 6000 répondants. Par contre, ce qui est vraiment nouveau, c'est qu'on a optimisé l'usage du panel en ligne. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on peut faire en vis-à-vis ou au téléphone, on peut aller chercher beaucoup plus d'informations. L'autre élément, c'est que les panels en ligne évitent un biais, limitent un biais qu'on a beaucoup dans ce genre d'études-là. C'est, vous savez, quand vous adressez à quelqu'un et vous lui dites « on va s'intéresser à votre fréquentation du spectacle », ben, généralement, les gens, ils aiment bien dire qu'ils fréquentent le spectacle parce qu'ils ne veulent pas paraître fous par rapport à l'interlocuteur. S'ils remplissent ça devant leur écran, ils essayent moins d'influencer l'ordinateur. Donc, on peut présumer qu'on est plus proche de la réalité quand les gens répondent à un ordinateur que quand ils répondent à quelqu'un qui fait le sondage. Mais il y a des éléments par rapport à la méthodologie dans l'étude. Donc, si vous voulez plus de détails, vous pourrez aller le consulter. Parfait. Puis, il y a encore juste, peut-être que ça peut être une occasion de repréciser que les résultats aujourd'hui étaient vraiment les résultats sur ces 6000 répondants-là, mais on nous posait des questions sur les 20 000 répondants des diffuseurs. Donc, comment on est arrivé à 20 000? Quel type de diffuseur a été inclus? Okay. Je peux répondre rapidement. Dans l'étude, il n'y a qu'une petite section qui est consacrée à ce sondage-là. C'est un sondage pourtant très intéressant sur les abonnements, l'avenir de l'abonnement. Alors, moi, je vous invite à lire la section, elle est quand même très intéressante. En fait, on a fait un sondage auprès des publics, c'est-à-dire que ce sondage-là, on invitait les gens qui font partie des listes d'envoi, des diffuseurs spécialisés, pluris, tous ceux qui ont voulu partager leur liste d'envoi. On a demandé aux gens de répondre à ce sondage-là et on est arrivé à 20 000 répondants. Alors, 20 000, c'est beaucoup, c'est quand même beaucoup, mais on est vraiment à l'image des publics et des relations que les diffuseurs ont avec leur public. Par exemple, on est fortement féminisé. On sait que c'est les femmes qui organisent pas mal la sortie, puis c'est eux qui entretiennent les liens. Donc, on n'est pas représentatif de la population, contrairement au sondage national où on peut espérer être représentatif de la population. Puis peut-être une dernière qui soit plutôt d'ordre méthodologique. On nous demandait comment on définit les termes amateurs et professionnels. En fait, on avait dans le questionnaire, je ne sais pas si on avait une définition précise, il faudrait que je regarde, mais il ne faut pas oublier que la définition vient des répondants. C'est eux qu'on leur dit, un spectacle professionnel, c'est un spectacle fait par des professionnels, on avait quelques termes, et là, il faut voir s'ils s'identifiaient à ça ou pas. Merci. Puis, on a une question d'une journaliste. En fait, j'en profite pour rappeler qu'il y a une boîte de questions et réponses Q&A en bas. Si vous voulez mettre vos questions, j'ai pu l'attraper dans le clavardage. Donc, Eugénie Lépine-Blondeau qui demandait si on peut imaginer que les concerts virtuels auront un impact sur la fréquentation des salles et le comportement des publics et non publics.
En fait, on n'avait pas de questions spécifiques en 2018 sur cela. Donc, vous n'aurez pas cette réponse-là dans l'étude. Par contre, une chose est certaine, c'est que les personnes qui fréquentent le spectacle en général sont aussi des utilisateurs des outils numériques. Il n'y a pas une opposition. Au contraire, ceux qui utilisent beaucoup le numérique aussi vont voir aussi beaucoup le spectacle. Donc, on le sait par ailleurs. Aussi, il y a des porte-paroles qui sont disponibles si jamais il y a davantage de questions de journalistes. On est à votre disposition en dehors de cette rencontre aussi, n'hésitez pas. Il y a plusieurs personnes qui demandent si l'étude sera disponible, la présentation, le PowerPoint, tout ça. Donc, le lien a été mis dans le clavardage, mais je pense qu'on peut envoyer le lien vers l'étude à tout le monde qui a assisté aujourd'hui. Qui était inscrit, en fait. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Pierre-Olivier. Oui, mais non, c'est comme je vous le dis, elle est accessible dès maintenant. Vous pouvez la télécharger. Comme je vous dis, c'est 500 pages, alors n'imprimez peut-être pas tout. Trouvez ce qui vous intéresse dedans. Puis les banques de données, en fait, ce qui est téléchargé, c'est un formulaire de demande. Vous nous transmettez la demande et puis nous, on vous envoie les banques de données. Parfait. Puis ensuite, on entre un peu dans le cœur des questions. Donc, beaucoup de questions sur les jeunes, sur le lien avec la santé. Donc, allons-y. Est-ce que les données sur la santé et le dynamisme des gens qui assistent au spectacle sont décorrélées des biais socio-économiques? Vous pourriez le faire. Vous pourriez vous amuser à le faire. Là, vous avez les données. Donc, si vous voulez faire, comment on appelle ça, de l'intersectionnel, vous pouvez le faire, vous avez tous les éléments pour le faire. Mais nous, ce que l'on voit, c'est que les jeunes, globalement, fréquentent le spectacle, qu'ils fréquentent plus certaines disciplines que d'autres, mais ils sont là, et puis globalement, ils sont plus là que les autres tranches d'âge. Les freins à la fréquentation sont-ils corrélés à un groupe d'âge ou l'autre? C'est intéressant parce que on a des courbes, vous allez là-dedans, on a vraiment par année, là, par âge, on est capable de faire la propension à fréquenter tel type de spectacle par discipline et globalement. Et ce qu'on voit, c'est que après une sorte d'appropriation chez les jeunes, il y a une grande stabilité de la fréquentation. Ça ne veut pas dire que les gens fréquentent les mêmes disciplines, mais il y a une forme de stabilité et c'est vraiment parmi les plus âgés qu'on commence à avoir un déclin. Mais l'étude vous permet de le faire par discipline, par âge, pour le spectacle tarifé, pour les spectacles gratuits, pour les spectacles amateurs. Vous avez toutes les données par rapport à ça. Concernant les jeunes publics, est-il pris en compte la question d'assiduité sur la fréquentation à l'âge adulte? On avait le nombre de spectacles, l'assiduité, je ne sais pas ce qu'on entend par là, mais oui, c'était le nombre est en lien. Il y a une corrélation, il n'y a pas forcément une causalité, là, est en lien avec le nombre de fréquentations adultes. Ensuite, on nous demande, j'essaie de voir l'ensemble. C'est peut-être intéressant, vous avez abordé la situation des abonnements, même si peu étudié dans cette étude, qu'en est-il? Je vais en parler rapidement. Là. Ce que l'on voit, c'est que le niveau d'abonnement et le nombre d'abonnements est totalement corrélé avec l'âge. Plus on est âgé, plus on a tendance à s'abonner et plus on a tendance à avoir un nombre d'abonnements important. Il est sûr que l'abonnement correspond aussi à certaines disciplines où l'âge de fréquentation est important, donc il faut faire aussi des remarques par rapport à ça. Il reste que ce que je trouve intéressant dans le sondage, c'est qu'on demande aux gens pourquoi ils s'abandonnent. Pourquoi ils s'abonnent? Et la réponse, un des facteurs importants, c'est pour avoir une sorte de discipline. M'abonner, ça m'oblige à aller voir des spectacles. C'est comme ça me crée un rendez-vous.
Et je trouve ça intéressant parce que ça rejoint encore le parallèle avec l'activité sportive. Vous savez, les gens, quand ils prennent un abonnement à un club sportif, parce qu'ils disent « ça m'oblige à y aller ». C'est un petit peu ça. Et on voit une approche, la culture, c'est important pour les gens. Et ils veulent l'inscrire dans leur mode de vie. Il manque de temps, ça ressort dans l'étude. Donc, il faut trouver des moyens pour créer ces rendez-vous puis les répéter. Un peu dans le même, en allant dans ce sens-là, est-ce que vous diriez que le mode de vie sain est la cause d'une fréquentation plus assidue au spectacle ou sa conséquence? Ah, bonne question. Je ne l'avais pas posé comme ça. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une corrélation dans le temps consacré. C'est-à-dire que plus les gens consacrent de temps à la culture, plus ils fréquentent le spectacle, mais plus ils consacrent de temps à des sorties familiales, plus ils consacrent de temps à des sorties avec des amis. Donc, pour nous, on voit une corrélation. Ça serait intéressant de tourner, voir si on est capable de tourner les données pour voir si, au-delà de la corrélation, il peut y avoir des causalités. Si on considère la population cible personnes ayant un statut d'immigrant, est-ce que sont disponibles des données plus spécifiques sur les comportements des populations racisées et minorités visibles et des minorités ethniques et allophones? OK. En fait, si vous voulez tourner on demandait si les gens s'identifiaient à une minorité visible, puis les chiffres, on les a dans l'étude, donc vous pourrez les utiliser. Si vous voulez faire des études plus ciblées par rapport à l'immigration, on demandait le pays de naissance. Donc, on pourrait, à ce moment-là, voir par aire culturelle. Soit dit en passant, la question de l'immigration, on la retrouve aux États-Unis. J'ai fait une vérification. Les immigrants aussi, de première génération aux États-Unis, ont tendance, pour certains groupes, c'est démontré, à fréquenter plus le spectacle que les populations natives. Après qu'on voit les deuxièmes générations, là, ça devient la responsabilité du pays d'accueil par rapport à la socialisation au spectacle. Et on le voit aussi sur certaines disciplines plus que d'autres. Par exemple, le cirque, peut-être à cause de la langue, peut-être aussi parce que le cirque est une discipline très reconnue dans plusieurs pays et fréquentée de façon importante par des populations immigrantes. On avait une question aussi qui allait un peu pour regarder un peu vers l'extérieur. Est-ce que la fréquentation est comparable à d'autres pays comme l'Europe? Okay. J'imagine que dans la revue. On n'a pas fait ce genre de comparaison dans l'étude comme telle. À ma connaissance, une approche comme ça, quantitative, j'en ai pas vu beaucoup. Donc, il y a toujours possibilité de faire des comparaisons, mais c'est toujours difficile de faire des comparaisons internationales, je le dis en passant. Oui. Est-ce que l'étude analyse les impacts des activités de médiation culturelle sur la fréquentation? Non, l'étude ne fait pas, n'étudie pas cette pratique-là et donc son efficience. Il y a quelques commentaires à l'effet que le lien qui a été partagé ne serait pas le bon. Rassurez-vous, on va vous envoyer le bon lien vers l'étude. J'en ai mis un dans la boîte de questions et réponses aussi. Vous pouvez aller voir dans les questions répondues. Il y a un lien qui est là, mais de toute façon, ce sera envoyé à tout le monde avec le PowerPoint, etc. On a John Weiss des SMAC qui pose une question, qui précise que ce n'est pas un reproche, mais qui veut bien comprendre, à savoir si la liste d'envoi des diffuseurs dits alternatifs n'ont pas été inclus dans l'échantillon des diffuseurs. En fait, c'était les acteurs du GTFAS qui ont mobilisé leurs membres. Par contre, dans le sondage, il faut bien comprendre que quand les gens disent qu'ils vont voir un spectacle, eux, ça ne les intéresse pas tellement de savoir si c'est une salle alternative ou de rideau ou d'ailleurs. Ils sont allés voir un spectacle professionnel. Et ça, on le voit, nous. C'est-à-dire que sur des disciplines comme la chanson, francophone, anglophone, l'humour, où il y a beaucoup une présence dans le réseau alternatif, on les voit dans les chiffres. Pour eux, c'est des sorties professionnelles quand ils s'identifient et ils consomment. Marie, si je peux me permettre, il faudrait conclure parce que j'ai quelques petites
remarque à faire. Tout à fait. Bien, il restait quelques questions, mais je vous invite n'hésitez pas à nous écrire, en fait, à écrire à Pierre-Olivier, je pense. Je ne veux pas te bombarder, Pierre-Olivier. Mais si des gens ont vraiment des questions qui demeurent non répondues. Quelqu'un demandait, en tout cas, s'il y avait des constats pour les régions. On peut répondre un grand oui. Là. Il y a des données vraiment détaillées par région. Puis on a demandé si ça comprenait les festivals et tout ça. Donc, peut-être rapidement, là, quand même, rassurer là-dessus. Oui. Oui. Et puis, ben, voilà. Toutes les formes de diffusion sont couvertes avec un degré si on parle d'activités tarifées extérieures, par exemple, ça peut être un certain festival. Et ben voilà, on va laisser la parole à Solange. Merci beaucoup. Merci Marie-Julie d'avoir fait le screening des questions. Merci Pierre-Olivier de ta présentation. Bien sûr, écoutez, c'était une présentation générale. Je le répète, maintenant, c'est à vous de vous approprier, évidemment, cette étude-là. Au GTFAS, évidemment, on représente l'ensemble des arts de la scène, mais chaque secteur, tant théâtre, chanson, danse, on veut s'approprier et évidemment présenter, peut-être dans un webinaire chez nous, on a l'intention de le faire, vraiment quelque chose de spécifique sur les résultats touchant notre secteur culturel en particulier, avec évidemment le concours, on espère, de Pierre-Olivier et compagnie. Donc, permettez-moi de remercier donc Pierre-Olivier de cette présentation-là en votre nom. Et de toute l'équipe, évidemment, qui a l'équipe technique et l'équipe des experts et l'équipe de Daigle Serre qui a participé à ça. Vous voyez qu'il y a énormément de personnes qui ont mis l'épaule à la roue pour le bien-être supérieur de la nation là-dedans. Moi, j'en profiterai en terminant. J'ai remercié, je le rappelle, si jamais il y a des gens des ministères qui se sont joints après je l'ai dit, j'ai remercié évidemment les pouvoirs publics de nous avoir donné les moyens, évidemment, de mener à bien cette étude-là, tant au fédéral qu'au Québec. Mais j'aimerais prendre le temps de remercier les personnes, parce qu'au début, évidemment, on parlait du GTFAS, mais le GTFAS, c'est les associations, c'est les fameux 12 organisations, mais c'est des gens. Ces gens-là, je les nomme en vrac parce que je ne les rattacherai pas à leur association parce que vous les connaissez probablement. Donc, Marlène Morin, Joanne Pouliot, excuse-moi, Joanne, Juliane Richard, Dominique Trudel, Catherine Voyer-Léger, Alain Chartrand, Pierre-David Rodrigue, Christine Bouchard, Pierre Tremblay, Manon Morin, Coralie Morani. Et il y a des personnes qu'on a perdues, j'espère que j'ai oublié personne, et en cours de route, mais qui ont quand même participé à cette étude-là au début, Fabienne Cabado, Sylvie Mestre, Daniel Drolet et Paul Baudry. J'espère que j'ai oublié personne, j'ai oublié quelqu'un, je m'en excuse infiniment. Et c'est sûr qu'on a pu compter aussi sur l'esprit avisé de certaines personnes dans les équipes respectives des membres des GTFAS, dont Dominique Simoneau de Réseau Scène et Annie Provencher, Marie-Julie Desrochers, justement, de la DISC. Alors, et je termine pour vrai en soulignant, vous voyez, il y a tellement de monde dans ce beau projet qu'il fallait quelqu'un pour nous coordonner, sinon on n'en serait pas venu à bout. Alors, j'aimerais souligner le travail remarquable qu'a fait Sylvie Blais, notre coordonnatrice, qui nous a tenus ensemble pour aller de l'avant. Donc, Sylvie, qui malheureusement va nous quitter pour faire autre chose. Mais Sylvie, donc, merci infiniment d'avoir été le ciment qui a permis que tout ça se tienne. Et écoutez, nous, on espère sincèrement que cette étude-là sera hautement utilisée. C'est un effort, donc, vous voyez, de concertation important. On en est très fiers. On la lance officiellement aujourd'hui, mais on veut qu'elle vive et qu'elle s'en aille vers une deuxième édition dans des délais, évidemment, où on aura vu une relance du spectacle, bien évidemment. Alors, merci à tout le monde. J'espère que j'ai rien oublié, que le mandat, je me suis acquittée de mon mandat que m'a donné le GTFAS pour faire de ce webinaire un succès. Surtout avec la présentation de Pierre-Olivier. Alors, on vous remercie. Vous êtes encore très présents. Vous avez écouté jusqu'au bout. Alors, on voit l'intérêt de cette étude-là et
Si jamais les journalistes en place aimeraient continuer à faire des entrevues, Pierre-Olivier est disponible. Je le suis également. En plus, il y a Juliane Richard de Rideau qui peut répondre à vos questions et Catherine Voyer-Léger du CQT, du Conseil québécois du théâtre également. Il suffit évidemment de communiquer avec Rideau pour coordonner tout ça. Alors, merci beaucoup et à la prochaine. C'est beau. Merci, Pierre-Olivier. Voyons.